Bonsoir, merci d'être là ce soir. Je me présente, je m'appelle Douglas Geddes, je suis le CPO, Chief People Officer de Noshaq, responsable des ressources humaines. Je ne suis pas là en cette qualité, je suis là parce que je suis ingénieur en aéronautique et j'ai travaillé dans l'industrie pendant 16 ans et on m'a demandé de venir animer la session de ce soir. Ce soir, c'est quoi? C'est le premier épisode d'une série d'événements industriels dont les objectifs seront détaillés par Fabien Marc dans quelques instants. Fabien qui est le CEO responsable de tout ce qui est industriel chez Noshaq. Petit spoiler alerte, on est là pour motiver les participants de ce soir, vous, à vous intéresser à découvrir des outils. Et on est aussi là pour un tout petit peu faire la fête, malgré le format un tout petit peu particulier de cette session, puisque nous ne sommes pas ensemble, nous sommes dans ce mode un peu hybride auquel on est devenu complètement habitué. Petit groupe aujourd'hui formé d'entreprises participées et de ce que nous appelons chez nous les invest managers qui sont là ce soir et que je remercie, et de partenaires particuliers. Je vais passer au slide suivant pour vous parler de la logistique ou plutôt du timing de la soirée. Bon, format digital, vous l'aurez compris. On va tenter de respecter les consignes de sécurité. On a 1,50 m entre nous. On s'est lavé les mains. On va faire ça dans les règles de l'art. Et on va tenter de garder le format présentation et panel qui sera suivi par une session de questions-réponses. Donc vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat qui est à l'écran, si vous avez déjà des questions sur le thème de la soirée. Si vous n'en avez pas, ou pas encore, vous avez l'occasion de le faire pendant que nos intervenants présenteront ce qu'ils ont à présenter. Ensuite, nous aurons des petites sessions séparées où vous aurez l'occasion d'ouvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et je pense qu'il y a beaucoup de tricheurs dans la salle, qui n'auront pas encore ouvert leur boîte, de prendre l'apéro ensemble. Ce qui me donne l'occasion de remercier nos partenaires du jour, Vita Verde pour les petites noisettes salées, la Bobeline, je crois que inutile de présenter, les Salaisons des Ardennes, le Rilab pour le petit décapsuleur, et Jobs at Skills qui nous a organisé cette session de main de maître. Je finis les remerciements par remercier Roland Soubra de Snell Graphics et Denis Richel de Résultance. Voilà, je vais passer la main à Fabien qui va cadrer ce qui va se passer ce soir de manière peut-être un tout petit peu plus formelle. Fabien. Douglas, merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, l'intérêt de Noshaq pour l'industrie est profondément ancré dans sa stratégie d'investissement maintenant depuis des décennies. Aujourd'hui, sa stratégie se veut plus que jamais axée sur la profitabilité et sur la valeur sociétale de la réindustrialisation au travers d'une approche à la fois économique, durable et éthique, lui permettant de s'inscrire comme un acteur de référence dans la transition économique à laquelle nous sommes confrontés et plus particulièrement les entreprises, vos entreprises. Raison pour laquelle Noshaq s'inscrit résolument dans l'accompagnement des business models au regard des tendances sociétales et macroéconomiques et régissant la compétitivité de cette nouvelle industrialisation qualifiée de 4.0, mais qui est beaucoup plus large évidemment que le numérique. J'aurai l'occasion de m'exprimer dessus tout à l'heure. Mais aussi notre conviction qu'il est nécessaire de convaincre les entrepreneurs d'investir dans une industrialisation accrue dans leurs produits et processus. Alors, cette nouvelle industrialisation, comme je viens de le dire, présente un caractère multidimensionnel qui dépasse le seul aspect du numérique, qui n'est qu'un moyen, en fait, et nécessite d'aborder la compétitivité de notre industrie au travers d'objectifs plus macroéconomiques permettant d'être plus rapide, en jouant sur la variété des produits, clairement, à un coût équivalent à la production de masse et en pouvant produire aussi sur mesure à la demande du client. Alors, à côté de cela, ces entreprises doivent aussi être plus compétitives en permettant de relocaliser de la production, en durables et efficientes dans l'utilisation de leurs matières premières et de leur énergie, et plus humaines aussi en libérant la créativité de l'ensemble des collaborateurs. Alors, c'est dans cet esprit que
il y a 2 ans, le groupe Nochac s'est investi dans les bases d'un écosystème industrie au travers d'une méthodologie en vue d'accompagner les entreprises dans leur démarche de transformation. Et de ce fait, nous avons déjà accompagné pas loin de 13 entreprises pour un montant d'investissement qui avoisine les 9 millions d'euros. Alors, dans un deuxième temps, nous avons souhaité formaliser notre stratégie de développement de l'écosystème industrie en vue de renforcer l'attractivité industrielle de la région, et ce autour de 4 axes. Le premier étant un axe qui est plutôt technologique, qui vise en fait à créer une masse critique quelque part de technologies présentes dans la région qui nous permettent clairement d'avoir un facteur d'attractivité pour la région, mais également aussi un axe immobilier qui nous permet en fait de développer des infrastructures qui sont adaptées à ce type d'industrie. Enfin, notre métier de base restant le financement, nous avons souhaité aussi développer un ensemble d'instruments qui sont adaptés à ce type d'investissement. Et dernier élément, tout un axe business model, et c'est dans ce cadre que cette initiative est organisée, The Industrialist, qui vise essentiellement à accompagner les entreprises dans leur sensibilisation aux technologies et aux défis qui sont susceptibles de renforcer la compétitivité de leur modèle dans l'évolution des fondamentaux de l'économie de demain. Dans ce cadre, nous avons souhaité mettre en œuvre une série de workshops, et le terme est choisi à l'envi puisqu'il suggère une certaine dynamique que nous souhaitons clairement inscrire dans cette série, puisque c'est une série de workshops que nous souhaitons examiner, avec des thèmes concrets couvrant des problématiques quotidiennement rencontrées par nos PME. Donc, une série de workshops se voulant concrets, adaptés à vos besoins et vous permettant d'intégrer dès le lendemain, si possible, rapidement une réflexion pour une plus-value plus compétitive, en tous les cas, dans votre activité. Donc, c'est une séquence de plusieurs thématiques, comme je vous l'ai dit, qui sont résolument tournées vers votre compétitivité. C'est aujourd'hui le premier épisode de la série que nous voulons aussi captivante qu'une production Netflix, bien évidemment. Et pour ce faire, afin d'illustrer au mieux notre propos d'aujourd'hui, nous avons voulu faire appel à 2 témoignages. Le premier, c'est celui d'un industriel, M. Soubra, administrateur délégué de Snell Graphics, qui s'est engagé dans un plan d'investissement autour de la technologie qui vous sera présenté aujourd'hui. Et c'est celui de l'un de nos partenaires, c'est Denis Richel, partenaire de la société Résultance, qui nous a accompagnés dans l'élaboration du plan d'investissement de Snell, et qui voudra vous faire part ici de son expérience en complémentarité avec ce que M. Soubra va nous présenter. M. Soubra, je peux peut-être vous passer la parole. Merci Fabien. Je vais commencer d'abord par me présenter. Mon nom donc Soubra, j'ai fait des études d'ingénieur industriel en électromécanique, je suis marié et j'ai 2 filles. La société dont j'ai le plaisir de diriger actuellement, c'est Snell Graphics. Elle est dans les zonings industriels des Hauts-Sarts, zone 3. On a également un bureau sur Paris qui est uniquement commercial, et commercialement aussi, on a une succursale à Creusem, tout près des faubourgs de Gand. Alors je propose que la petite carte de visite de la société vous soit dévoilée avec une petite vidéo, et donc 1 minute 30, et je poursuis mon explication sur mon expérience.
Et voilà, je pense que vous avez pu découvrir et le panel de nos produits ainsi qu'un léger aperçu de nos installations et vous aurez l'occasion de voir un peu plus tout à l'heure. Donc notre société, évidemment, elle est dans un secteur qui est relativement compliqué puisque nous avons une diminution du nombre d'acteurs et les évolutions technologiques ont fait que l'imprimerie a subi depuis une dizaine d'années énormément de bouleversements. Liège comptait 13 imprimeurs avec un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions. Maintenant, nous sommes encore 2. Aussi une activité qui demande énormément de capitaux, puisque sur 35 ans d'expérience, on a investi au sein de la SNEL 40 millions d'euros. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont très importants dans notre secteur. Il y a des bouleversements technologiques. Depuis 2010, l'impression digitale tonnerre et maintenant on est encore à des, je vous expliquerai tout à l'heure, des évolutions complémentaires. Et dans toute cette mouvance technologique, on a une diminution de marché, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Et donc en 2014, en tous les cas, on savait que la technologie avait évolué énormément et que si on ne faisait pas des pas importants dans les investissements en offset, c'est-à-dire en impression, on va dire, conventionnelle par rapport à ce qu'on vit maintenant, nous étions voués à disparaître puisque nous avons remplacé 5 machines ancienne génération, machines qui avaient quand même que entre 7 et 10 ans, et par 2 nouvelles machines de toute nouvelle technologie. Et malgré ça, on augmente notre productivité et on sait produire encore beaucoup plus. Donc vous voyez les défis qui sont les nôtres perpétuellement. Évolution du marché chez nous, ça c'est quelque chose qu'on pilote tous les mois. Et on a comme ça un chiffre d'affaires qui est pratiquement constant depuis 2012. En 2012, on avait un nombre de jobs qui équivaut à 2472 pour être précis, et 13% à peu près de ces jobs étaient compris entre 10 et 1000 exemplaires. Si on regarde la dernière colonne, 2020, on a pratiquement doublé le nombre de jobs, et nos clients également. Par contre, le nombre de jobs qui est entre 10 et 1000 exemplaires, lui, il a été multiplié par 9 et on a pratiquement 65% de notre production qui est dans ce créneau de quantité-là. Alors, ça nous amène à aussi continuer à réfléchir sur les évolutions technologiques. 2019, on avait déjà, donc, comme vous avez pu le voir, une production digitale mais très petit volume. On avait fait les pas en avant sur les nouvelles technologies offset. Là, on est paré également et on avait un trou un peu dans une production entre 50 et 1000 exemplaires avec une production digitale. Donc, c'est-à-dire que chaque page peut être personnalisée et différente d'une impression à l'autre. Et on a acquis cette technologie-là. Et ça nous a aussi permis d'avoir un nouveau produit et une nouvelle possibilité, c'est la personnalisation de documents. Alors, ici, je propose qu'on voit l'ensemble de la production un peu plus activée que la première petite vidéo. Et je vous reprends les explications de cette petite vidéo.
Voilà, rebonjour. Donc, cette nouvelle technologie, elle a eu comme incidence de pouvoir proposer d'autres produits. Et un des produits qui a été quelque part fil conducteur, ce sont les journaux de classe des écoles. Les écoles, depuis quelques années, font leur publicité pour attirer les élèves et montrer leur savoir-faire. Et on s'est dit pourquoi ne pas personnaliser leurs journaux de classe. Et donc, entre 2016 et 2020, on est passé de pratiquement pas de journaux de classe à l'année passée, en 2020, 365 000 journaux de classe qui sont personnalisés avec le règlement d'ordre intérieur de l'école, des photos des écoles, toute une série de documents que les écoles souhaitent partager avec les parents des élèves. Donc ça, c'est quand même une belle avancée. Et là-dessus, on n'a pas uniquement réglé le problème de variabilité sur l'imprimé, mais on a aussi développé des ventes de sites en ligne et c'est nous autres qui avons carrément procédé à tout le développement de la chaîne pour ces journaux de classe personnalisés. Alors, à l'heure actuelle, donc, nous avons quand même 22% de notre chiffre d'affaires qui est purement digital par rapport à il y a 2 ans où on en était à une dizaine de pourcents. Alors, faire connaître toutes ces nouvelles technologies, c'est compliqué parce que tout le monde est quand même souvent la tête dans le guidon et donc on a essayé de provoquer un peu de créativité. On est allé trouver Philippe Geluck, qui est quand même un homme public, et on lui a dit, voilà, on souhaiterait peut-être personnaliser ton agenda, parce qu'il fait des agendas. Il n'y a pas cru tout de suite, parce qu'il s'est dit, moi j'ai déjà essayé, je suis allé faire des tests, et ça coûte excessivement cher. Et donc les gens ne vont pas être partants pour faire cela. On lui a fait quelques modèles, on lui a donné les budgets et donc il a accepté le challenge et il m'a dit mais on ne va pas faire mon agenda, on va faire mon album, mon nouvel album. Et donc il publie ça au mois d'octobre, il nous a dit ça début juillet, donc ça a été un rush pendant 2 mois et demi pour pouvoir arriver encore une fois à développer toute la partie informatique de vente en ligne avec les équipes propres à la SNEL, puis l'impression digitale à données variables, puisque les gens pouvaient, grâce à l'application, venir mettre leur nom, venir mettre une petite photo et tout cela était collationné dans des bases de données et puis répertorié dans une calculation relativement importante pour que l'album soit complètement personnalisé. Alors, la preuve en est, c'est l'album que nous avons fait en 2019. 2020, on a renouvelé l'opération. Et cette fois-ci, on n'est pas allé à l'intérieur de l'album, mais en couverture. Et Fabien, voilà ton petit album personnalisé. Denis. Merci beaucoup. Ça, voilà. Et Douglas. S'il vous plaît, Douglas. Voilà, donc ça, c'est un point évidemment qui est un peu gadget. Ça n'a l'air de rien, mais le modèle économique est complètement différent. On a eu alors des contacts avec Casterman, qui est leur éditeur, qui eux n'y ont pas cru beaucoup, donc ils nous ont donné carte blanche. Et on a vendu à l'heure actuelle plus de 15 000 exemplaires sur les 2 années de personnalisation. Alors, qu'est-ce qui, dans tous ces mouvements-là que nous avions faits, est notre, on va dire, caillou dans la chaussure, c'est notre organisation. Ça, c'est le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui, au niveau de le tournant technologique de notre métier, ça, je pense qu'on l'a pris au bon moment, qu'on est vraiment avec l'outil qu'il faut. Par contre, au niveau organisation, on est en retard. On est en retard pourquoi ? Parce que la gestion de nos commandes, elle n'a pas beaucoup changé et donc les coûts commencent à exploser. Alors, un point super délicat, c'est que nous avons toujours cru à l'informatique et on a un ERP depuis 30 ans que tout le monde utilise dans la boîte, depuis le devis, y compris le CRM, jusqu'à la livraison facturation. Mais c'est une boîte noire sur laquelle on n'a aucun impact.
Et à l'heure actuelle, avec l'ouverture de notre métier qui fait un peu du cross-activities, on se retrouve le bec dans l'eau pour beaucoup de fabrication à l'heure actuelle, de fabrication de devis et de tout ce qui est la vie économique, la vie administrative de nos travaux. Et donc, à ce moment-là, ça commence à devenir difficile de pouvoir être efficace au niveau administratif. Alors, les actions pour y remédier, nous, on s'est dit, il faut qu'on remette notre outil de gestion en cause. Il faut qu'on digitalise tout le process, parce qu'à l'heure actuelle, nos clients, un petit peu comme tout le monde, il faut tout de suite. Et donc, on ne collationne pas tous les éléments avant de nous envoyer une offre de production. On est plutôt avec des morceaux qui arrivent plic-ploc et on doit continuellement remettre nos dossiers à jour. Donc ça, c'est un problème en production. Et alors, on était persuadé qu'il fallait changer de RP et passer vers un système beaucoup plus ouvert, avec la possibilité de pouvoir configurer notre atelier et nos besoins avec nos paramètres propres. Donc, la transition, il fallait la faire. Pour ça, on avait à la SNEL pas les ressources et les connaissances dans toutes les nouvelles technologies, pas de puissance informatique IT suffisante. Et c'est quand même quelque chose dont on a besoin pendant un certain laps de temps. Mais une PME ne sait pas aller dire on va engager 5, 10 ingénieurs ou 10 collaborateurs d'un certain niveau pour faire cette mission-là. Et donc, on a eu l'occasion d'en discuter il y a effectivement à peu près 2 ans avec Fabien et qui m'a mis en rapport avec l'équipe de Smart Industry Booster. Et de fil en aiguille, on est arrivé avec Denis et Résultance et on est en train de collaborer sur cette transition industrielle. Alors maintenant, j'ai posé mes besoins et mes constatations et Denis m'a aiguillé vers sa solution et va vous expliquer la solution qu'il est en train de mettre en place au sein de la SNEL. Merci. En tout cas, Roland, un très grand merci pour ton exposé, bien évidemment, mais aussi pour ces fameux albums. Donc, je confirme bien que notre nom n'est pas mis avec une étiquette, il est vraiment bien sur la page de garde, donc c'est vraiment très très bien, un tout grand merci. Et en plus, c'est indiqué comme étant un de ses amis. Donc. Alors, Denis Richel, donc je suis le partenaire de Résultance. Résultance, c'est quoi? C'est une société de conseil. Conseil, en fait, en amélioration des performances opérationnelles. On a à peu près une centaine d'ingénieurs. On travaille sur la Belgique, la France et le Luxembourg. Et donc, effectivement, on a eu l'occasion de travailler avec la SNEL et donc avec Roland Soubrat et aussi en partenariat très étroit avec Nochac. Alors, on m'a demandé d'expliquer en 2 mots ce qu'est le configurateur. Je ne vais pas être trop long quand même. Alors, pour expliquer le configurateur, j'ai quand même pris l'initiative de vous donner ce que tout le monde connaît comme petit avant-goût. Un configurateur, on va effectivement configurer sa voiture. Configurer sa voiture, ça veut dire quoi? On va lui donner un certain nombre d'options que vous connaissez tous, donc on choisit les options. Ce qui est très bien avec ce type de démarche, c'est qu'évidemment on a tous envie d'acheter toutes les options et que donc ce qu'il faut comprendre derrière le configurateur, et je pense que Roland l'a évoqué, c'est que ça permet aussi quand même de donner très rapidement des produits qui vont être non plus standards, mais sur mesure, mais qui vont aussi amener quand même nous, clients et consommateurs, à faire un peu des folies, donc acheter un peu plus et un peu mieux. Donc on voit très bien que tout le monde a toujours configuré la voiture, puis quand on regarde ce que va donner le configurateur, puisque quand même son but, il va vous donner en fait le prix. Bon, il y a parfois qu'on doit revenir en arrière, mais l'idée, c'est quand même très rapidement, à travers une sélection, et dans ce cas-ci d'options, on arrive effectivement à vous donner un prix. Et donc, vous pouvez dire effectivement ce prix me convient ou pas. Alors, si on doit un peu comprendre les régulateurs, enfin les configurateurs, pardon, finalement, les configurateurs, ça existe que dans le monde automobile ou pas? Non, pas du tout. On les trouve partout. On les trouve dans le secteur financier, dans le secteur du retail, dans la mobilité, etc. Alors, un configurateur, c'est quoi? Tout simplement un logiciel applicatif. Donc, oui, c'est un outil informatique, tout simplement. Ça permet effectivement, comme je viens de le dire, d'aiguiller quoi l'acheteur vers quoi? Vers le choix d'un certain nombre d'options qui permettra en définitive de répondre à ses attentes. En tout cas, on espère pouvoir le faire. Alors, vous aurez compris à travers ce que Roland a dit, ça devient une nécessité aujourd'hui. On ne peut plus rester standard, on ne peut plus rester sur des grosses quantités. Ce n'est plus ça du tout le business aujourd'hui. Il faut être capable de répondre à un très grand nombre d'offres très rapidement et de donner très rapidement une réponse aussi sur des prix. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Le configurateur est là pour ça. Il est là pour aider effectivement Roland à passer cette étape difficile qui est de dire, voilà, j'avais pas trop de commandes, pas trop de jobs
il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est énorme, c'est ingérable, ça coûte beaucoup trop cher, comment s'y prendre? Alors, au-delà effectivement des aspects plutôt pratiques, rapides et efficaces par rapport à cet outil, il faut aussi comprendre que derrière ça, ça permet quand même de fidéliser une clientèle. On s'habitue en fait à des configurateurs, on s'habitue à avoir un niveau de service assez impressionnant. Et puis, bon, bah, le but, c'est quand même que tous les clients soient satisfaits. Alors, on peut toujours penser, mais on travaille toujours dans le B2C, donc c'est totalement inutile dans l'industrie. Pas du tout, vous le savez aussi. On entend parler beaucoup du BIM, on entend parler beaucoup évidemment des plans en 3D, etc., qui sont aujourd'hui transmis dans un configurateur. Pourquoi faire? Exactement la même chose que dans ce qu'on a pu voir en fait avec la partie automobile. Créer une nomenclature, créer des gammes opératoires et faire des offres et des trucs. Alors, il faut bien comprendre que le configurateur, effectivement, il doit s'insérer dans quelque chose, mais alors pour s'insérer dans quelque chose, il doit recevoir un certain nombre de paramètres. Donc des paramètres, ce dont a parlé Roland, c'est pas toujours facile évidemment à comprendre et à mettre en œuvre au départ, mais c'est ça qui fait en fait la force de ce configurateur. Donc ce configurateur, il va prendre un certain nombre de paramètres qui va lui être donné par le vendeur ou simplement par l'acheteur. Ça va être mis sur une plateforme web, dans ce cas-ci Isnel. Et puis on a décidé d'utiliser le configurateur Odoo. Je pense que tout le monde connaît Odoo, un bel ERP. Bon, ça vaut quand même la peine d'en parler, il est en plein boom. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement deux choses. La possibilité d'avoir des gammes et des nomenclatures, comme j'avais exprimé, mais aussi évidemment à travers des taux horaires, et des coûts évidemment des matières, d'avoir la capacité de faire ce devis. C'est évidemment exactement la même chose si on ne passe pas par un devis, mais qu'on passe simplement par une commande. Automatiquement, la commande va être transmise en production avec effectivement une nomenclature et une gamme opératoire. Alors, ce qu'il faut comprendre, si vous faites la démarche d'installer un configurateur, c'est évidemment utile, mais ce n'est évidemment qu'une toute petite partie du processus. L'idée étant, et de nouveau, vous l'aurez compris à travers ce que Roland a pu exprimer, l'idée est de se connecter entre quoi? La plateforme web Isnel, le journal de classe, très, très, très bien, et ma fameuse rotative digitale. Comment faire entre les deux? Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit vous traitez effectivement toutes ces commandes-là à la main, donc tout le processus va être fait effectivement à la main, ou de manière un peu plus digitale, vous utilisez un configurateur qui vous crée les nomenclatures, les gammes opératoires, et puis vous utilisez, si possible, Odoo. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même une bonne idée. Les modules de Odoo, et donc vous aurez effectivement la connexion qui va se faire effectivement avec la rotative digitale. Donc c'est quand même important de comprendre que ça s'inscrit globalement dans une transformation un peu plus globale, un peu plus digitale évidemment de la société. Mais la deuxième chose sur laquelle je voudrais bien insister, c'est le fait que ça soit basé sur des paramètres et non pas simplement des options. Donc c'est un peu plus complexe effectivement ce qu'on a vu tout au début de la présentation, mais globalement c'est quand même ce que ça peut rapporter. Alors, quand je disais que ça s'intègre en fait dans un plan de transformation digitale, il ne faut quand même jamais oublier que c'est vraiment l'avenir. C'est quasi devenu une obligation. Quand je parlais effectivement qu'on est obligé aujourd'hui de proposer des produits de plus en plus personnalisés, c'est bien d'avoir la machine qui est capable de le faire, mais si effectivement vous aurez compris le processus, comme on l'a trouvé à la SNEL, ne permettait pas effectivement de gérer de manière très efficace et digitale en fait tous ces produits personnalisés, ça coûte très très cher et donc en fait on est capable de les faire au niveau technique, mais en fait on est incapable de les vendre parce que ça coûte beaucoup trop cher. Alors, ce qu'il faut aussi bien prendre conscience, c'est que faire ce type de plan de transformation digitale, c'est évidemment pas uniquement se focuser sur des outils, sur des processus très techniques. Alors on a parlé aussi de l'organisation, qui va faire quoi dans le futur, qui va s'occuper de quelle tâche, comment est-ce qu'on va s'y prendre, comment est-ce qu'on va faire évoluer les compétences au sein de l'entreprise. Alors, ça ne suffit pas, en plus, il faut aussi tous bien prendre conscience que cette période de transition entre des choses relativement standards, qu'on a l'habitude de faire pendant une quinzaine, vingtaine d'années, se transforme en quelque chose de relativement difficile puisqu'on est en train d'utiliser des outils, j'ai peur, j'ai jamais fait ça avant, ça ne m'intéresse pas. Et donc il y a tout ce change management évidemment qui est mis aussi en œuvre pour justement aider l'entreprise et les collaborateurs à faire cette transition dans les meilleures conditions. Alors, on vous a préparé un petit film qui va vous expliquer de manière beaucoup plus concrète que moi comment ça se passe, pratico-pratique. Et donc ce film, effectivement, vous permet d'avoir une présentation détaillée de l'utilisation en fait, d'un configurateur Odoo. Voilà, ça va vous passer maintenant. Le processus de fabrication de la SNEL se base sur une gestion de production classique, utilisant nomenclature et gammes opératoires afin de générer respectivement les ordres de fabrication et ordres de travaux. Dans leur processus, différentes machines peuvent être utilisées pour produire un article. Celles-ci sont visibles à travers une vue macro de la nomenclature de production. Un article à plusieurs produits semi-finis peut être décliné en plusieurs gammes opératoires.
Nous allons voir comment ces informations peuvent être digitalisées dans un outil informatique via un processus de type ERP afin de faciliter la gestion et le suivi en production. Les nomenclatures de production sont, comme dans cet exemple, accessibles depuis la fiche de l'article. Un article peut posséder plusieurs nomenclatures et gammes de production. En fonction des quantités et paramètres renseignés lors de la commande, le système sera capable de déterminer la nomenclature exécutée afin d'avoir un prix de revient le plus bas. Ces nomenclatures et gammes collaborent pour déterminer la structure de coût d'un article à produire. Par exemple ici, pour les journaux de classe, on voit que le coût est constitué d'une part du cumul des semi-finis, des matières premières consommées et de la valorisation des heures associées aux opérations des gammes opératoires. C'est précisément dans le calcul du coût de la nomenclature via les quantités de matière et temps de production que le configurateur intervient par l'application de formules définies sur les opérations de la gamme. Par exemple ici, on observe diverses formules au niveau de l'opération de brochage concernant à la fois des calculs de quantité, temps machine et temps homme. On voit que ces formules se basent sur des paramètres qui peuvent être liés au poste de charge, tels que ceux préfixés par WS, ou des paramètres liés à la commande, tels que ceux préfixés par OF. Cela permet d'une part au configurateur de prendre en compte des caractéristiques de lignes de production, telles que des spécificités de machine, de leur configuration ou de leur usage. Et d'autre part, cela permet au configurateur de s'adapter aux particularités de la commande, qu'elles soient numériques comme un nombre de cahiers ou qualitatives comme le type de pelliculage. D'après les paramètres renseignés, le configurateur sera alors capable de proposer le choix le meilleur marché si plusieurs manières de produire sont possibles. La confirmation de la commande indiquera alors au système les ordres de fabrication et ordres de travaux qui devront être générés sur base de la nomenclature de fabrication choisie avec les quantités de matière à mettre en œuvre et les temps calculés sur base des formules et paramètres définis. À partir de ce moment, le travail du configurateur est alors terminé et les processus classiques de production de l'ERP reprennent la main, comme la réservation de matière, le planning, puis le pointage, la gestion de stock, l'expédition, etc. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo relativement explicative et formatrice sur ce qu'est un configurateur et comment il fonctionne au niveau de Odoo. C'est important de nouveau de réinsister peut-être sur 3 points qui me tiennent vraiment à cœur. En fait, c'est vraiment penser que cet outil, en fait, ça s'inscrit vraiment dans la transformation digitale. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie plus globale par rapport à ça. Sinon, effectivement, ce n'est qu'une réponse morcelaire, un maillon de la chaîne, en fait, par rapport à cette transformation digitale. Deuxième chose, on a parlé beaucoup, mais c'est quand même important de le retenir. Il faut être capable, très rapidement, en tout cas, d'offrir des produits et des offres de services très personnalisés. C'est la tendance. Il faut y aller dans cette tendance-là. Et donc, effectivement, le configurateur permet de le faire. En fait, le dernier, je l'ai aussi exprimé, il ne faut pas penser que c'est le seul levier, effectivement, donc l'outil IT ou la transformation digitale, ce n'est pas que le seul levier, en fait, l'amélioration des performances opérationnelles. Il y en a beaucoup d'autres. C'est important, en tout cas, de l'utiliser, celui-là. Mais c'est effectivement, comme on l'a dit dans cette session, c'est vraiment faire attention que c'est une transformation aussi globale sur l'ensemble des leviers d'amélioration de la performance. Merci pour votre écoute. Merci, Denis. Super. Hein, on va passer maintenant dans la phase questions-réponses. Je crois que Fabien a cadré la discussion, il nous a fait rêver. Hein, Fabien, enfin j'espère qu'il vous a fait rêver, avec une vision peut-être de l'industrie de demain. Roland nous a fait rêver très concrètement. Je te remercie, Roland, pour ce collector. Il n'y en a qu'un comme ça. Il sera d'ailleurs en vente à la fin de la session en ligne immédiatement à plus de 32 €, puisque, j'ai bien compris... voilà, donc aux enchères. Roland nous a fait rêver sur les possibilités commerciales aussi, tout simplement, de la personnalisation. Et Denis Richel, Denis nous a montré que c'est tout à fait concret. Alors, pendant l'exposé, on vous a donné l'occasion de poser des questions. On va commencer à les prendre. Je vais m'adresser à chacun d'entre vous avec les questions qu'on a reçues. Et peut-être comme première question,
Et là, je me tourne vers Denis, qui est une question, en fait, oui, presque évidente, et je me doute qu'elle a dû être posée plusieurs fois. C'est, OK, super, mais c'est quoi il y a des fondamentaux pour installer un configurateur. Tout à fait. J'en ai pas voilà. Alors, donc c'est important de comprendre, effectivement, on ne met pas un configurateur comme ça en place du jour au lendemain en se disant, mais tiens, j'ai eu la bonne idée, je vais utiliser un outil informatique, je vais l'implémenter, donc ça va bien fonctionner. En fait, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, évidemment. Il faut avoir plusieurs choses. Donc la première chose, il faut avoir décrit, et Roland l'a bien expliqué aussi, les paramètres en fait, qui vont effectivement servir de base dans nos formules de calcul qui sont reprises dans deux choses. D'une part, les nomenclatures, vous l'avez entendu dans la vidéo, et d'autre part, dans les gammes opératoires. Donc, c'est très important quand même d'avoir quoi derrière ça? Une base de données articles très propre. Alors, tout le monde me dit, il n'y a pas de problème avec notre base article, elle est tout le temps mise à jour, etc. C'est parfait. Je ne vous cache pas qu'en réalité, c'est rarement comme ça. Donc, ça vaut la peine de faire un grand nettoyage sur la base de données articles. Mais ça ne suffit pas. Quand on parle effectivement de gammes opératoires, beaucoup d'ingénieurs ont tendance en fait, à faire des gammes opératoires en mettant effectivement des temps, etc., de manière relativement simple. Ce qu'on va leur demander, c'est un peu plus abstrait. Et donc de dire, mais comment est-ce que je pourrais en fait définir une formule mathématique capable effectivement de gérer un grand nombre de paramètres qui vont me permettre justement de donner beaucoup de gammes opératoires par rapport à des produits qui seront différents. La grosse difficulté, c'est évidemment si vous restez coincé sur ce que vous avez toujours fait dans les dernières années, ça reste compliqué. Donc ce que nous, on peut apporter, c'est justement cette dynamique de se dire, remettons-nous en question, repensons différemment nos gammes opératoires, repensons nos nomenclatures différemment, et installons un configurateur. J'espère avoir répondu à ta question. Merci Denis. Ça éveille évidemment la question suivante. Ça a l'air en fait un peu plus compliqué que ça ne paraissait initialement. On se disait, oui, on va installer un configurateur, on a un ERP et Odoo, excellent choix, je le dis en passant. Oui, il faut faire un peu de placement en produit. Donc, oui. Ah oui, c'est vrai, on peut expliquer qu'effectivement, c'est une société participée du groupe Nochec, merci de le rappeler, Fabien. Donc on a un ERP, on vient installer le configurateur, finalement, ça va aller assez vite. Et puis, on t'écoute et on fait, un instant, combien de temps? Alors, quand on parle de temps d'implémentation, il y a en fait de nouveau deux notions. Première notion, combien de temps ça va me prendre pour préparer toutes les informations nécessaires, effectivement, comme je viens de l'exprimer, à en fait, la traduction dans ce configurateur. Donc en fait, la traduction en gamme opératoire nomenclature, combien de temps ça va me prendre pour avoir ces bonnes informations-là, donc les bons paramètres, les bonnes formules mathématiques. Alors, ça dépend beaucoup des entreprises et ça dépend évidemment beaucoup de la gamme de produits. Par contre, si on doit vraiment se dire, j'implémente simplement le module ERP et donc la partie configurateur de Odoo, en un mois, on a implémenté effectivement ce module, donc c'est relativement simple. La plus grosse difficulté étant plutôt sur la préparation en fait, de l'intégration de ce module. Donc on parle d'un mois pour mettre en œuvre en fait, un configurateur dans la série ERP Odoo. Voilà. Super, merci. Mais moi, je vais bien rebondir sur ce que Denis dit. C'est vrai qu'au niveau informatique, l'implémentation IT, ça va prendre un mois. Mais je pense qu'en préparation, ça peut prendre beaucoup de mois. Et ça permet de se repositionner par rapport à toute une série de gammes opératoires, comme il l'a dit. Et ainsi, quand on est avec un ERP qui est relativement figé, vous êtes obligé de rentrer les données que l'ERP vous impose à rentrer. Et donc ici, on a carrément fait des groupes de travail en fonction du département dans lequel on allait implémenter Odoo, c'est-à-dire dans toute la boîte. Et là-bas, vous avez des gens qui repensent et qui disent, bon voilà, jusqu'à présent, on avait toujours des données de vitesse de production, par exemple, qui étaient en mètres par heure ou par minute. Ça n'a aucun sens pour nous, puisque les gens parlent en cahier ou en feuille à l'heure ou à la minute. Et donc tout ça, on se dit, on ne va plus suivre du tout et on va repenser. Mais ça veut dire que, comme Denis le disait, il faut commencer à se dire, on ne fait plus 2453 mètres par minute, mais on fait de 7700 cahiers à l'heure. Et donc tous ces éléments-là, ça doit passer dans toutes les équipes, puisque ça va depuis le devis jusqu'à la production réelle. Merci. Roland. Mais avec plaisir. On est là pour échanger. J'en profite peut-être pour de nouveau me tourner vers la salle, vers les participants, pour voir s'il y a des questions
spécifiquement sur ce sujet-là. En fait, tu préemptes un peu une question que moi j'avais à titre personnel. En fait, quels sont les bénéfices inattendus de ce travail? Parce qu'en fait, on se lance dans l'aventure pour toutes les raisons que tu as expliquées tout à l'heure. Et puis en cours de route, il y a aussi des bonnes nouvelles, il y a aussi des chouettes surprises. Ça, il y en a des chouettes, il y en a des moins chouettes, mais effectivement, ça peut ouvrir énormément de possibilités. Ce qui est, en tous les cas, un des bénéfices que l'on n'a pas, en tous les cas, capté dès le départ, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on a besoin d'offrir un service à notre clientèle et plus rien qu'un imprimé. Et là-dedans, on est obligé d'aller frapper à la porte de certains sous-traitants ou de certains collaborateurs ou firmes collaboratrices qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et si on reste avec un mode de fonctionnement administratif commun, tout ça devient très lourd. Ici, on sait avoir en temps réel toute une série d'interactions avec l'extérieur qui est tout à fait pertinent. Et donc, maintenant, le déploiement vers nos centres commerciaux à l'étranger ou en Flandre, ça peut être aussi lié. Ce sont des éléments qui, au départ, sont relativement lourds et qui, ici, me paraissent en tous les cas beaucoup plus aisés à pouvoir mettre en œuvre. Super. On pourrait peut-être rajouter une chose, c'est que c'est aussi important de comprendre que ça a créé une dynamique commerciale importante, puisque vous vous rendez compte qu'on est capable de créer, donc de développer des offres de services peut-être un peu plus personnalisées. Donc on s'est mis aussi dans des workshops pour essayer évidemment d'apporter sur le marché de nouvelles offres de services qui sont aujourd'hui d'ailleurs très très bien perçues et qui sont en fait une combinaison entre ce qu'on a mis au niveau du digital et effectivement ce qui a été investi dans les machines, comme vous avez pu le constater et ce qu'a expliqué Roland. Donc, un élément comme ça, bon, je ne sais pas, on n'a pas dit ça, mais la personnalisation des boîtes et du petit apéro, il a été fait à la SNEL. et le fait de faire cela, on a eu un délégué commercial qui est passé à l'atelier, qui a dit qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut proposer? Et donc, on est en train de concevoir, c'est la première boîte que l'on fait, et le bonhomme, il veut déjà prendre sa valise et aller commencer à montrer ça partout. Là, il faut un peu freiner les gens et leur dire, écoute, il faut faire un modèle, tu vas revenir avec 3 demandes et il va falloir y mettre un prix. Et donc, on n'a pas encore ce recul-là. Donc, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, se poser et plutôt que de répondre à un devis sur un produit bien particulier, c'est une offre de service et c'est se mettre dans la peau du client et pouvoir essayer de capter ce qui va lui faire gagner aussi quelque chose. Et si je peux prendre un exemple, donc on est pour le moment en train de finaliser un beau projet avec les sentiers des grandes randonnées. Là-bas, donc qu'est-ce qu'ils ont comme problème? C'est qu'ils font des super topoguides et pendant le confinement, ça a explosé au niveau des ventes. Ils en ont 44. Le problème, c'est que vous achetez le topoguide aujourd'hui et 3 ans après, il y a sur les 10 promenades, il y en a peut-être 7 ou 8 où il y a des changements et on ne passe plus par le bon chemin. Et donc, le reste, il est passé au pilon et on doit commencer à réimprimer et jeter. Et bon, écologiquement, c'est pas bien. Commercialement parlant, le gars qui achète un topoguide dépassé, il est aussi un petit peu déçu de l'avoir. Et donc, ce que l'on leur a proposé, et donc les premiers contacts avec eux, on faisait leur magazine, on ne faisait pas leur topoguide. Quand on a commencé à discuter avec eux, on a parlé de leurs problématiques. On n'a pas mis un seul euro derrière quelque chose et on a suivi comme ça la ligne de conduite de ce qu'ils faisaient. Alors c'est une ASBL, donc c'est vrai que c'est peut-être l'exemple le plus facile à mettre en œuvre que du côté industriel, c'est plus fun parce qu'il n'y a pas un délai impératif et toute une série de critères qui sont bien souvent les nôtres. Et alors, on a finalement dit, écoutez, on va changer le modèle. Alors maintenant, ils font des ventes en ligne d'après leur site internet depuis des années. Donc, ils font du picking, ils mettent dans une enveloppe, ils envoient. Donc ça, ils voulaient garder, mais ils voulaient essayer de diminuer les quantités. Donc, on a dit, écoutez, on va gérer tout pour vous. On va rapatrier le stock chez nous, mais à la place d'en faire 500, 1000 ou 2000, en fonction du succès de leurs ouvrages, on a dit, on va en garder 10, on va en garder 20 en fonction de toute une série de critères. On a fait ça avec eux.
et on a gardé le même service, sauf que c'est plus eux qui envoient, c'est nous autres. Et quand on arrive à des seuils de stock, eh ben, on fait le bilan, on leur envoie un mail en automatique, et c'est notre équipe informatique qui a réalisé ça aussi. Et puis, on se dit, voilà, on est fin de mois, une fois par mois. Il y a le guide numéro 1 où il en manque 10, le guide numéro... Et on fait tout le collationnement de ce qui est enfin, potentiellement réimprimable. C'est eux qui donnent leur accord. C'est eux qui ont accès direct sur le site Internet pour mettre à jour le contenu du topo guide. Et nous autres, on imprime. Et on n'imprime plus produit par produit, on imprime ensemble de produits sur la chaîne pour pouvoir réapprovisionner. Ils ont commencé à imaginer de vendre leur topo guide à des revendeurs en personnalisant les couvertures. Et donc, ils sont en contact, eux, avec, je pense que c'est Decathlon. Donc, tous ces éléments-là, évidemment, ben, ça va aussi égayer des nouvelles ressources, des nouvelles activités. Voilà, donc c'était un petit... Merci. Exemple. Roland, c'est aussi, alors pour dire que ça aussi, c'est un collector. Tout à Donc fait. ce soir, collector et collector. Il faut des grands coffres. Hein, je ferai une offre conjointe pour ceux qui en ont vraiment envie. Une question de Thierry Levieux qui nous demande si dans l'exercice de la transformation digitale que vous avez entreprise chez Snell, vous avez aussi traité l'optimisation de la maintenance des outils de production, maintenance préventive, prédictive, et ainsi de suite. Pour y répondre de manière assez concrète, bien évidemment, dans Odoo, il y a un module effectivement sur la maintenance, avec effectivement, ça c'est pour la petite histoire, il y a un nouveau patron de production qui a été embauché. Donc en fait, on a fait un screening globalement de la qualité et du niveau de maintenance actuel au niveau de la SNEL. On s'est rendu compte qu'il y avait des défaillances. Effectivement, on va mettre derrière ça un outil informatique qui va permettre finalement de supporter cette maintenance préventive, prédictive et autonome, etc. Ça va bien se passer à ce niveau-là. On a quand même un travail de fond à faire sur la reprise en fait, et la mise à niveau en fait, de certains équipements. Voilà. Donc ça a aussi mis en évidence toute une série de carences qui étaient latentes quelque part. Et voilà, donc ça va aussi faire partie du futur. Mm-hmm. Génial. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'équipe de Denis, ils sont chez nous déjà depuis plus d'1 an, et ils vont encore rester quelques mois. Donc ça prend un certain temps, et ce n'est pas son équipe tout seul qui doit venir. Et il amène des bras, il amène des têtes, mais si l'entreprise ne donne pas les besoins qu'il a pour pouvoir configurer le configurateur, il n'y a rien qui va bouger. Donc, une des premières grandes réunions, ça a été « vous devez vous dégager du temps ». Et puis la deuxième, « vous devez vous dégager du temps », parce que ça ne se fait pas, et c'est très compliqué. Donc il faut mettre des deadlines et vraiment pousser les gens à rentrer dans les pantoufles. Alors il y en a qui n'y rentrent pas du tout. Hein. Par contre, il y en a qui prennent, qui travaillent beaucoup plus pour apporter la pierre à l'édifice de ce bouleversement-là, de ce changement, de cette évolution. Merci. Roland, question suivante. On les prend plus ou moins dans l'ordre dans lequel elles arrivent ou dans lequel elles sont agrégées par l'immense équipe que nous avons en régie. Christophe Leclerc qui nous demande est-ce que vous avez des exemples de mise en place de configurateurs dans des sociétés peut-être moins de production mais de services, dans lesquelles les gammes opératoires sont en fait un tout petit peu plus compliquées. Voilà. Alors effectivement, les gammes opératoires de nomenclature sont un peu plus complexes. En tout cas, elles sont différentes. Effectivement, on a mis ça dans des sociétés, par exemple, d'audit d'une certaine taille, plus de 600 personnes. C'est en fait très utile aussi parce que ça permet de remettre un peu d'ordre en fait au niveau de l'entreprise et puis de les faire repenser peut-être différemment leur façon de travailler. Pourquoi ? Parce que dans cette société de service-là, on n'a pas l'habitude de parler de nomenclature de gamme opératoire et qu'ils ne voient pas très bien à quoi ça peut servir. Très rapidement, en fait, quand on redétaille en fait, l'offre de service qui est proposée sur le marché, en fait, on retrouve quoi ? On retrouve comme toujours des briques qu'on assemble et puis qu'on dit, voilà, votre offre de service globale, elle est composée d'un certain nombre de briques qui sont des briques standards que vous avez mis ensemble et personnalisées. On retrouve exactement la même chose. Et puis évidemment, ce qui était intéressant derrière ça, ils veulent suivre quoi ? Les temps.
qu'est-ce que ça va me prendre comme temps pour cette offre de service-là? Et puis, pour ce client en particulier, puisque pour lui, il y a par exemple 10 000 factures d'entrée. Comment est-ce que je vais pouvoir réussir à très rapidement estimer ma charge de travail? Et puis, pour qui? Pour quelles compétences dans mon entreprise? Donc ça, c'est vraiment des questions typiques qu'on retrouve dans les sociétés de services. Et effectivement, le configurateur permet vraiment de répondre à ces questions. Donc concrètement, sans les nommer, dans les gammes, il y a, voilà, c'est une demande pour tel type d'intervention. Donc il y a un kick-off, il y a méthodologie, présentation, et tous ces building blocks sont assemblés exactement comme elles le sont chez Roland ou chez d'autres. Tout à fait. Donc si on regarde en fait ce qu'est par exemple une offre de service sur la gestion d'une comptabilité, assez simple, on va devoir traiter quoi? Le facturier d'entrée. Bon, c'est assez facile, donc c'est un bloc. Et puis quoi? Les sorties. Ma TVA, moi j'ai une société d'une certaine taille, donc elle n'est pas trimestrielle et mensuelle, d'accord? Donc c'est un bloc différent que le trimestriel. Et comme ça, on ajoute les déclarations de fin d'année, etc. On ajoute en fait un certain nombre de quoi? De morceaux de service, mais qu'on peut choisir. Si moi, en interne, je suis une entreprise qui a un directeur financier très compétent, on va me dire, vous êtes gentil, mais la partie comptabilité de base, on s'en occupe. Alors on enlève ces blocs-là, on prend simplement les autres. Donc on est parti sur des blocs en fait, qu'on a constitués ensemble, qui est une offre de service complète, et en fait on peut choisir, et on peut avoir des options. Et derrière ça, si on met effectivement des volumes à traiter, on a le prix. Combien ça va coûter? Donc quelle est la charge de travail que ça représente chez nous? Donc c'est assez simple quand on a l'habitude de travailler dans le monde industriel. C'est un peu plus difficile en termes de change management, je ne cache pas, dans ce type de société où, lorsqu'on a affaire à un fiscaliste, il ne comprend pas toujours très bien pourquoi est-ce qu'il ne fait pas que des conseils sur mesure. Mais dans la pratique, effectivement, il en fait. Voilà. Merci, Denis. Je suis conscient du temps qui passe et de l'envie d'attaquer le collector et son contenu. Donc, je vous propose peut-être de clôturer sur une question. Et là, je vais peut-être me tourner vers vous trois, en fait, pour savoir simplement comment s'est passée cette collaboration entre Nochac, entre Snell, entre Resultance. Qui veut prendre la main? Je prends le chapeau. Fabien. Mais je pense que c'est typiquement, je veux dire, ce qui constitue notre ADN. C'est-à-dire que, effectivement, nous investissons dans les sociétés, mais à côté... Oui, c'est vrai que je dois prendre mon micro. Oui, effectivement, je ne sais pas depuis, j'espère qu'on m'entend. Donc, je disais, c'est typiquement dans l'ADN de Nochac, puisque Nochac, certes, offre quelque part à la possibilité, en tous les cas, d'offrir des possibilités en termes de financement, ça c'est une chose, mais surtout aussi, le deuxième axe de l'offre de Nochac, c'est aussi d'accompagner les sociétés dans lesquelles nous sommes. Et à cet égard, nous avions effectivement avec Roland déjà un certain partenariat que nous avions évoqué, et nous nous sommes vus effectivement, comme Roland l'a dit, il y a 2 ans et demi, parce que nous étions particulièrement soucieux, quelque part, de pouvoir voir comment on pouvait essayer d'améliorer l'efficacité du business model du secteur, enfin, dans un secteur qui était difficile. Roland l'a dit aussi, c'est un secteur qui est excessivement compétitif, capitalistique, très concentré également. Donc, en étant très compétitif, il faut pouvoir trouver les business models qui sont les plus adaptés pour répondre quelque part à cette compétitivité-là. Et donc, on a eu ce contact volontaire ensemble et pour voir comment on pouvait essayer d'améliorer. Et on s'est vraiment branché dès le départ sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de voir comment on pouvait essayer de faire pour améliorer quelque part la structure de coûts de l'entreprise pour la rendre encore plus compétitive, mais de voir aussi vers quel type de produit on pouvait essayer de se brancher pour rendre effectivement une offre qui était beaucoup, beaucoup plus moderne. Parallèlement à cela, nous développions à l'époque le Smart Industry Booster, qui est en fait une initiative que nous avons prise en vue quelque part d'accompagner les entreprises dans leur transformation, comme je le disais tout à l'heure, vers l'industrie de demain et donc de pouvoir se transformer pour être de plus en plus compétitive. Donc cet outil que nous avions mis en place nous a permis à plusieurs égards de faire connaissance avec Resultance et donc nous avons pu apprécier quelque part l'efficacité qu'ils mettaient eux-mêmes dans leur offre de services. Et donc, nous nous sommes dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de se faire rencontrer Snell et Resultance pour essayer de voir s'il y a moyen de pouvoir
améliorer le modèle. Chose a été faite, et comme l'a dit Roland, ça fait maintenant plus d'1 an qu'ils sont ensemble en train de travailler ensemble pour aboutir sur quoi ? Pour aboutir sur un plan d'investissement sur lequel nous nous sommes positionnés très très clairement et que nous souhaitons continuer à accompagner. Et donc voilà, c'est un peu la triangulation magique, je vais dire, qui, nous l'espérons, parce que c'est ce que nous poursuivons comme objectif ultime au niveau de nos chèques, c'est évidemment d'améliorer à la fois la performance de nos entreprises et à la fois leur positionnement compétitif dans un marché qui est relativement compliqué. Mais je vais peut-être laisser Roland s'exprimer sur sa vision des choses. Mais tu as très bien résumé en tous les cas le départ. Il y a juste un élément que je veux peut-être ajouter, c'est que lorsque vous arrivez comme ça avec une transformation ou bien un investissement qui est fort impalpable au départ et que vous allez trouver vos banquiers avec toutes ces idées-là, ils sont beaucoup plus réticents sur vous dire oui, on va vous faire un petit crédit pour investir là-dedans, donc il n'y a pas quelque chose de concret, il n'y a pas un leasing à faire sur un service quelconque ou quoi. Et donc c'est vrai qu'on a su avoir une écoute beaucoup plus ouverte sur l'ensemble de la problématique plutôt que uniquement sur le côté matériel des choses qui évidemment est nécessaire puisque lié à tout ça, on a des investissements qui avaient commencé en 2019 qui doivent continuer maintenant et après une crise comme on vit, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, donc on a eu un audit avec Denis mais un aura avec nos chèques. C'est ça que je souhaitais en tous les cas ajouter à ce que Fabien vient de dire. Et peut-être pour compléter, pour que je puisse quand même présenter notre business model, il est un peu particulier en fait, puisqu'on parle beaucoup d'amélioration des performances opérationnelles. Qu'est-ce qu'on va retrouver derrière ça ? Des enjeux financiers, on vient d'en parler énormément aussi. Donc on a un business model un peu particulier, en fait, plutôt que d'expliquer ce qu'il faudrait faire, d'abord on va le faire concrètement avec les équipes sur le terrain. Et la deuxième chose, on va s'engager sur le résultat financier qu'on va dégager au niveau de l'entreprise. Donc 50% de nos honoraires vont être liés en fait à la réussite de la performance opérationnelle et donc de l'accroissement de l'EBITDA. Donc c'est quand même assez impactant pour nous. C'est notre volonté en fait de démontrer que lorsqu'on prend l'entreprise dans sa globalité et qu'on fait sa transformation de manière plus globale, on arrive effectivement à lui amener en fait des résultats concrets d'augmentation tant au niveau évidemment de son EBITDA qu'en corollaire de ça, et ils sont quand même actionnaires donc de la valeur de leur entreprise. Et ça me paraît être aussi une personnalisation dans tous les consultants qu'on peut trouver sur le marché. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, il y a ça à faire, nous, on a vu ça. On est d'accord à 90%, mais on va vous le mettre en place, on va vous aider à le mettre en place. Et ça, c'est vraiment quand même quelque chose aussi qui est, par rapport à mon expérience, complètement différent de ce qu'on peut trouver avant, où on vous dit, voilà, vous avez à faire ça, voilà le cahier, et au revoir, et si vous avez encore une mission, vous nous téléphonez. Et ici, voilà, on a un accompagnement, toutes les équipes sont comme chez elles au sein de la SNEL, ils s'entendent très bien, et c'est des jeunes qui en veulent. Hein. Ouais. Voilà, super. Il y a beaucoup trop de love ici autour de cette Non, mais c'est chouette. C'est chouette de finir là-dessus aussi parce que la volonté de ce premier workshop, c'était de susciter l'envie. Et donc, on va vous proposer, dans une perspective d'efficacité opérationnelle très concrète, de passer à la partie apéro pour vous répartir dans des tables. Donc ça, c'est sur votre interface, assez simple à suivre, à comprendre. Ça va nous donner, nous, le temps de rejoindre des tables pour poursuivre la discussion, un peu comme on le ferait sur des manches debout avec des cacahuètes si on était dans une salle, et répondre aux questions peut-être plus techniques, personnelles, qu'on n'a peut-être pas envie de poser en public à tout le monde. L'idée étant effectivement de susciter cette envie. Donc, gageons qu'avec un tout petit peu de bobeline, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert la boîte de jeu, c'est un peu spoiler, un peu de bobeline et beaucoup de bonne volonté, on aura créé l'envie d'en savoir plus.
Donc sur ce, moi je vous remercie tous les trois au nom de NoShack. On va vous retrouver dans les salles. Les liens sont dans le chat, me dit-on, dans l'oreillette. Donc on va vous retrouver d'ici quelques instants à Votal pour des questions peut-être un tout petit peu plus informelles. Merci, à tout de suite.